bonjour à tous et à toutes, pour ceux que je n'ai pas encore plaisir de saluer. D'abord, je voudrais remercier Madame la rectrice. La région académique est vaste, mais nous sommes très honorés de sa présence ici à Montpellier. C'est qu'elle partira parce qu'il y a évidemment d'autres écoles, d'autres collèges, d'autres lycées. Nous sommes dans nos écoles. Saluer Monsieur Moni, le DAZEN, dont je vous le dis, Madame la rectrice, la qualité des relations nous permet d'être parfaitement au service des enfants, des familles, des personnels, qu'il me soit permis de le dire. De nombreux élus m'entourent de l'équipe municipale qui ont ardemment préparé cette rentrée. Bref, les vacances sont loin. Madame Massard, qui est en charge de la politique alimentaire et bien sûr de la restauration scolaire. Madame Dombrecoste, qui est en charge de la ville éducatrice, qui a suivi tout ça. Et Monsieur Cotte, qui est présent, que nous connaissons sur les questions de sécurité, d'affaires militaires et qui ici joue un rôle aussi important dans la politique que nous conduisons. Je voudrais saluer et je suis très sensible, ainsi que même la rectrice, je crois, à la présence de Monsieur le sénateur Hussein Bourgi, conseiller régional. Il est très important que les parlementaires soient au fait des enjeux qui se posent autour des questions éducatives dont, je le dis, nous devons davantage parler au niveau national. C'est le temps long, l'école. C'est vrai que sur Twitter, c'est moins... Voilà, il faut que le débat éducatif ait lieu de manière respectueuse sur les idées. Et merci, cher Hussein, d'être là. Alors évidemment, cette rentrée, c'est un rituel. C'est un grand rituel républicain, d'ailleurs, dans l'histoire de notre pays, depuis que l'instruction est gratuite, obligatoire, laïque. C'est un moment important pour les enfants, pour les familles. C'est l'occasion pour nous de présenter les différentes mesures que nous avons mis en œuvre pour être aux côtés, Madame la rectrice, des professeurs et des personnels. Alors, on est hors de l'école, mais un peu quand même. Je vais vous dire ce que nous avons fait en un an dans les écoles. Madame la rectrice, l'ensemble des classes de primaire, de maternelle, ont été équipés de vidéoprojecteurs pour donner aux professeurs tous les moyens de déployer leur pédagogie. C'est un choix très important qui a été fait. Je veux ici saluer nos équipes qui ont travaillé d'arrache-pied. Il nous reste quelques installations, mais un vidéoprojecteur, c'est l'école du numérique, c'est indispensable. Nous avons aussi fait un effort budgétaire sans précédent sur la dotation scolaire par élève. Elle stagnait depuis des années. Elle est passée de 40,50 € par enfant à 50 € par enfant, soit une hausse de 20%. Qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de pouvoir acheter des livres, d'avoir les photocopies nécessaires, de pouvoir mener des projets. Cette mesure-là, je le dis, elle est peu perçue, mais très importante. Nous avons aussi, à vos côtés, Madame la rectrice, sur le DAZEN, mis en place le plan de soutien scolaire public laïque, assuré par des professeurs, donc qui garantit un soutien scolaire de qualité, qui permet aussi aux professeurs et à mes collègues d'avoir aussi un complément de revenus qui est fort appréciable, même si aujourd'hui des efforts ont été annoncés et c'est une très bonne chose. Et donc qui permet aux familles de ne pas être obligées d'avoir recours à des structures privées ou exclusivement à des structures confessionnelles et de protéger et de créer le chemin de réussite sur les enfants en difficulté. Ce plan va continuer à se déployer dans les médiathèques, dans les maisons pour tous, les mercredis et les week-ends. Et nous aurons l'occasion de vous présenter un projet, je voudrais d'abord échanger avec vous, assez novateur, en tout cas, qui fera beaucoup de bien aux élèves et rassurera les familles de Montpellier. Nous avons également, du côté de la restauration scolaire, fait deux choses que je voudrais soulever importantes. La première, c'est d'avoir instauré un tarif pour les femmes, familles monoparentales, mais ce sont les femmes seules avec enfants. Elles sont 15 000 à Montpellier. 15 000. C'est énorme. Et donc elles ont
Certaines sont en RSA activité, en situation de, voilà, d'essayer de se démener pour trouver une place, pour faire réussir les enfants. Elles portent souvent la charge mentale et le tarif à 50 centimes à la cantine, eh bien, a permis à près d'1 millier d'enfants d'aller à la cantine et de bénéficier de ce temps de socialisation. Et donc de manger avec les copains et manger un repas de qualité, plus équilibré, plus bio, puisque 500 000 € cette année ont été consacrés pour le bio. Madame Massard travaille pour structurer les filières et donc garantir un repas équilibré de qualité à chaque enfant. Dans les écoles publiques à Montpellier, on mange très bien, ou plutôt de mieux en mieux. Voilà, et on travaille, même si on peut avoir les traditionnelles controverses avec les enfants. Nous les avons quand on va lors des actions que tu mènes sur le sujet des frites. Mais je ferme ma parenthèse. C'est pourquoi la question qu'on a eue d'un petit garçon, c'est pourquoi il n'y a pas frites tous les jours, monsieur. Ah, non, non, non. Donc voilà, on travaille évidemment là-dessus. Et puis, autre nouveauté de cette année, c'est que nous ne sommes pas dans l'école pour parler de l'école. Nous sommes dans une rue aux écoliers. La rue aux écoliers. Ce matin, pour protéger les enfants de la pollution, pour créer un environnement très agréable qui n'est pas que la cour de récréation, mais l'extérieur, où les familles se parlent, où les enfants se retrouvent, eh bien, nous avons fermé de manière temporaire la circulation. Le temps que les enfants entrent de l'école, nous allons réouvrir et sortent de l'école. Et ici, c'est le travail de M. Cotte. Ces rues aux écoliers, nous les testons. Il y a l'école Miro, l'école Chaptal Jeanne d'Arc, Condorcet, Mme Dombrecos qui connaît ça parfaitement, cette école. Nous testons et nous allons déployer. Ça deviendra une banalité, école après école, à chaque rentrée scolaire. Nous avons également assurer la présence des adultes en dehors de l'école, et notamment les APE. Ici, chère madame, voilà, Montpellier protège ses enfants. Là où il n'y a pas de rue aux écoliers, qui me soit permis de vous saluer, là où il n'y a pas de rue aux écoliers encore, il y a des adultes qui, par exemple, sur l'avenue de la Pompignane, en ce moment même, font la circulation, priorité aux enfants pour assurer leur sécurité. Et les APE et la police municipale est déployée devant 25 écoles, en plus des 14, c'est ça, hein, pour pouvoir assurer la sécurité. C'est aussi pour cela que nous avons abaissé à 30 km/h la vitesse sur le territoire communal, sauf les axes principaux. Parce qu'autour des écoles, des collèges, des lycées, là où il y a des enfants qui gambadent, qui jouent, qui sont joyeux, qui ont besoin, il doit y avoir la sécurité. C'est indispensable. Je le dis, Madame la rectrice, nous nous en étions parlé, le jour le plus noir de mon mandat, depuis que je suis maire. Et je veux ici avoir une pensée pour sa maman. C'est quand ce petit Julio a été percuté par une voiture qui respectait quasiment la limitation de vitesse. Aujourd'hui même, en ce jour de rentrée, une famille est dans l'épreuve. Elle va enterrer son enfant parce que rue Monsieur Test, un dimanche soir, un fou furieux de la route a pensé que sa liberté valait plus que la vie d'enfant. Cela n'est pas une fatalité. Notre résolution sur ces sujets, elle est totale. Et c'est ce que nous voulons faire pour Montpellier. Une ville à hauteur d'enfants. Nous le disons, il faut le comprendre. La sécurité de nos enfants n'a pas de prix. L'air qu'ils respirent, l'environnement qui est le leur. Nous sommes le pays de la photographie humaniste. Nous avons tous en mémoire, dans le C'était mieux avant, la photographie de Robert Doisneau, où les enfants gambadent. Eh bien, ici, vous êtes nombreux à utiliser ce magnifique objet qui est l'appareil photo, mais maintenant avec l'iPhone. Eh bien, c'est ces images que nous voulons. Voilà, parce que nous avons aussi des défis, Madame la rectrice, de santé. Il y a des indicateurs qui nous disent qu'il y a les enfants marchent moins,
que les enfants sont plus stressés. Eh bien là, il y a une forme de réponse. Ce n'est pas la réponse, c'est une contribution à apporter des réponses. Et je voudrais terminer par dire que sous l'autorité de Madame Dombrecoste, nous allons continuer nos efforts. Je veux ici saluer son travail, son implication. Nous avons ça a été présenté, donc je ne suis pas revenu dessus, mais nous avons végétalisé des cours d'école. L'environnement change. École Mermoz, école Bouloche, à la fois pour rafraîchir, désimperméabiliser, mais aussi reconnecter les enfants avec la nature, avec son rythme, donner des champs de possibles aux professeurs pour travailler ici le jardin partagé, ici le rythme des saisons. Bref, nous désimperméabilisons, il y a beaucoup à faire. Et nous aurons 2 temps pour continuer à travailler l'avenir. Le premier, c'est un temps de concertation avec l'ensemble des acteurs de l'école qui s'appelle École 2030. Voilà, qui à la fois sera dans le cadre du PEDT naturellement, mais aussi globalement, comment nous pensons l'école, son environnement, comment nous, la ville, nous pouvons être aux côtés, même la rectrice, des professeurs. Et il y aura aussi un plan qui sera présenté. J'ai vu monsieur le directeur général des services, que je veux saluer, Madame Arouet, qui est responsable du pôle éducation, et donc à travers vous, l'ensemble des équipes qui travaillent dans l'école. Nous allons aussi engager un grand plan de rénovation du patrimoine scolaire, avec des enjeux qui s'inscrivent dans l'orientation qui est la nôtre, d'une transition écologique et solidaire, parce qu'il y a des endroits où il fait très chaud dans les écoles, il y a des endroits où on consomme beaucoup d'énergie dans les écoles, et nous devons, là où on prépare l'avenir du monde, être exemplaires. Il y a beaucoup de travail là-dessus, et nous y sommes. Quant à la question du Covid, Madame la rectrice, je crois, vous en dira un mot, nous sommes en train d'acquérir les capteurs de CO2, notamment dans les restaurants scolaires, que nous allons progressivement déployer. Je voudrais remercier le CHU avec lequel on coopère pour pouvoir continuer à faire avancer la recherche sur cela. Et sur le Covid, nous avons réservé, Madame la rectrice, Monsieur Moni, des créneaux de vaccination pour tout personnel, voilà, qui, s'il n'avait pas encore été vacciné, eh bien, le centre de vaccination municipal est à leur côté. Il y a encore des gens qui ont pu se questionner, il faut se faire vacciner, c'est indispensable, c'est se protéger, c'est protéger les autres. Je dirais même surtout protéger les autres. C'est un acte altruiste, et nous avons, Madame la rectrice, à disposition des créneaux pour tous les personnels qui en auraient besoin, car il faut que cette rentrée, qui est encore masquée, mais soit réussie, et les efforts qui ont été les vôtres pour maintenir l'école ouverte, et vous nous avez trouvés à vos côtés, doivent se poursuivre. Voilà, merci beaucoup à vous d'être là, et je vous cède la parole, et je veux encore une fois remercier la très grande qualité de travail entre nous. Merci beaucoup, merci Monsieur le maire. Je suis très heureuse de saluer Monsieur le sénateur, Madame l'adjointe en charge des questions éducatives, qui travaille très étroitement avec le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault à mes côtés, et bien sûr les adjoints et toute l'équipe et les services de la ville. Moi je suis très heureuse de faire la rentrée ici à Montpellier, c'est le siège du rectorat, c'est le siège du rectorat de région aussi, et parce que c'est tout à fait illustratif, Monsieur le maire, de l'alliance éducative que nous souhaitons pour la réussite de tous les élèves. Alors l'alliance éducative, c'est le fait que l'éducation nationale travaille avec ses partenaires, au premier rang desquels les collectivités, les communes pour nos écoliers, les conseils départementaux pour les collégiens et la région pour les lycéens. L'alliance éducative, c'est aussi le travail avec les parents et le fait d'intégrer les parents aux projets éducatifs qui sont développés dans l'école et le faire en partenariat avec la collectivité. On en parlait tout à l'heure avec monsieur le directeur de l'école ici, Victor Hugo, à propos de projets de valorisation du patrimoine scolaire, ce qui est un des exemples de projets éducatifs. Notre priorité en cette rentrée, c'est la deuxième rentrée évidemment en situation Covid, c'est d'abord la réussite des enfants. Et rien ne remplace pour la réussite des enfants le fait qu'ils puissent reprendre en présentiel, avec leurs professeurs, avec leurs camarades,
et dans un environnement évidemment le plus sécurisé à tout point de vue. Bien sûr sécurisé dans l'environnement scolaire et l'exemple de cette rue protégée, organisée est évidemment essentiel, mais aussi sécurisé sur le plan sanitaire et j'y reviendrai. Alors la priorité c'est la réussite et pour cela nous savons que s'il y a des inégalités, des retards scolaires chez les enfants, il démarre dès les premiers apprentissages. Donc la priorité, c'est les savoirs fondamentaux, c'est en particulier les classes de grande section maternelle en CP et CE1 où se construisent ces savoirs fondamentaux, lecture, écriture, le calcul, mais aussi les règles du vivre ensemble au sein d'une collectivité et de l'école. Nous avons finalisé le dédoublement des classes en éducation prioritaire, des classes de CP et CE1, mais aussi des classes de grande section. Et c'est un exemple de partenariat avec les collectivités, parce que pour dédoubler des classes, pour ces élèves qui sont plus fragiles, qui n'ont pas un environnement familial facile et vers lesquels on doit tourner nos efforts, eh bien, il faut bien sûr des professeurs, et c'est l'éducation nationale qui les met en place. On a eu 140 équivalents temps plein, enfin postes pour la rentrée, cette année, pour le premier degré. Mais il faut aussi un partenariat avec la commune pour que les locaux soient adaptés et que dans les écoles de l'éducation prioritaire, il y a donc des investissements qui ont été effectués. Cette priorité, elle va se décliner aussi par l'amélioration des taux d'encadrement, y compris en dehors de l'éducation prioritaire, grâce aux postes dont nous sommes bénéficiaires. Alors ce n'est pas seulement des moyens, c'est aussi bien sûr de la formation, de l'appui pédagogique aux professeurs, des guides pédagogiques. Et cette année, comme les années précédentes, vont se développer les évaluations des élèves pour repérer leurs difficultés et pouvoir les accompagner. Alors les accompagner comment ? Les accompagner dans la classe grâce à l'engagement des professeurs qui vont différencier, personnaliser les parcours, mais aussi les accompagner sur tous les temps de la vie de l'enfant, y compris dans le périscolaire et par les actions de soutien scolaire qui sont mises ici en place par la ville de Montpellier. Ce que je voudrais saluer, parce que nous savons que cela a beaucoup d'importance pour ceux qui en sont bénéficiaires. Alors on est dans le contexte particulier de cette deuxième rentrée sous contexte Covid, mais on a beaucoup appris l'année dernière et l'année précédente. Et on a beaucoup appris notamment pour voir que le numérique est un atout complémentaire qui ne remplace en aucun cas évidemment l'engagement des professeurs, mais qui est complémentaire. La ville a pris l'engagement d'équiper ses écoles. Et il y a un engagement de l'État parallèle, puisque dans le cadre du plan de relance et aussi des territoires numériques éducatifs dont l'Hérault est bénéficiaire, il va y avoir un investissement de l'État sur les crédits du plan de relance et les crédits du programme investissement d'avenir, et j'ai eu l'occasion de le dire par un petit message au mois de juillet à Monsieur le maire. Donc ça c'est une bonne nouvelle et qui va permettre de prolonger effectivement les investissements pour que le numérique soit un outil pour faciliter la communication avec les familles, mais aussi surtout dans la classe en fait, dans la classe et avec les professeurs. Donc réussite de tous nos élèves. Je dois dire que nous avons aussi été particulièrement attentifs en cette rentrée à la situation des familles qui ont reçu leur allocation de rentrée scolaire de manière précoce au cours du mois d'août et une allocation revalorisée. L'attention qui est la nôtre, c'est de faire en sorte que les personnels, tous les personnels, et en particulier les directeurs d'école dans le premier degré, puissent être soutenus et reconnus aussi dans leurs responsabilités. Donc il y a plus de décharges d'école, de décharges horaires pour les directeurs d'école dans le premier degré. Les postes que nous avons obtenus ont permis aussi de répondre à cet enjeu. C'est surtout le cas pour les écoles de petite et moyenne
taille et une prime leur est accordée et elle est pérennisée. Elle était mise en place l'année dernière compte tenu du contexte exceptionnel. Elle est pérennisée. Chaque directeur d'école bénéficie de 450 € par an désormais pour reconnaître son investissement. Puis il y a des outils, des ressources, un appui administratif qui leur est donné également. Alors pour parler toujours de nos priorités en cette rentrée, c'est non seulement les savoirs fondamentaux, mais c'est aussi la culture, l'ouverture sur l'environnement. Vous avez parlé de la santé, mais la santé, ça passe par l'activité physique, donc le sport à l'école, l'apprentissage de la natation, enfin de l'aisance aquatique, du savoir rouler à vélo. Oui, c'est aussi un enjeu de sécurité routière, de préservation et de prévention des accidents. Et enfin, 30 minutes d'activité physique par jour, dispositif qui est expérimenté dans le département du Gard depuis l'année dernière. Enfin, je vais effectivement vous dire quelques mots de la situation sanitaire qui nous permet de reprendre 100% des enseignements en présentiel et pour tous nos élèves. Nous en sommes heureux et notamment grâce au fait que la vaccination qui est là pour les adultes, pour les personnels, pour les collégiens et les lycéens, les chiffres pour l'Occitanie et pour le département de l'Hérault sont plutôt vraiment bons puisqu'on a maintenant 2/3 de nos collégiens et lycéens qui ont une première dose de vaccination et 50%, 49% exactement, qui ont un schéma vaccinal complet. Donc on va continuer à offrir une proposition vaccinale, soit dans les centres de vaccination qui sont mis en place par l'Agence régionale de santé, avec l'ensemble des partenaires, avec l'appui des collectivités. Soit parfois dans les établissements scolaires, collèges et lycées, si nécessaire. Dans le premier degré, pour les écoliers, nous déploierons des campagnes de tests salivaires. C'est facile à mettre en œuvre, c'est pas douloureux, c'est tout à fait bien accepté par les enfants et par les familles. Nous le ferons dans les écoles sentinelles identifiées par l'Agence régionale de santé et également si par hasard il y avait quelques cas. Donc un protocole sanitaire qui est maintenu, le port du masque pour les élèves et bien sûr le contact tracing pour éviter les contaminations. Pour résumer, notre objectif, c'est que les enfants puissent être en classe avec leurs professeurs et leurs camarades le plus possible tout au long de l'année. Ça a été le cas l'année dernière. Il y a eu 2 semaines seulement de fermeture sur toute l'année. Il y a des pays dans le monde où les élèves font leur rentrée aujourd'hui après 18 mois d'isolement et de fermeture. Et donc on sait que ce sont des générations qui vont être vraiment impactés par cette situation, fragilisés, que certains savoirs, certains apprentissages vont être très difficiles pour les enfants. Ce n'est pas le cas dans notre pays, on est probablement le pays en Europe et dans le monde qui a pu maintenir ses écoles et ses établissements ouverts le plus longtemps possible. Moi je voudrais rendre hommage bien sûr à nos professeurs, rendre hommage à tous les personnels des collectivités qui ont été à nos côtés depuis le début de la crise sanitaire et qui nous ont permis cela en fait. C'est ensemble qu'on a pu faire face et que nous avons effectivement pu faire en sorte que la réussite des enfants, aussi l'égalité des chances, soit la priorité et reste notre premier objectif. Et en cette rentrée scolaire, évidemment, je suis très heureuse de partager ça avec vous, Monsieur le maire, et avec vous tous. Merci Madame la rectrice. Peut-être quelques questions ? Oui, il y a eu une certaine appréhension du corps enseignant à l'approche de la rentrée, parce qu'on parlait à la fois de vaccination des plus jeunes, et il y a un certain nombre de manifestations toutes les semaines qui sont assez opposées à ça. Comment, on va dire, rassurer, comment ne pas faire du vaccin, en tout cas de la lutte contre le Covid, un point de tension en école ? Alors, d'abord, c'est une rentrée qui est sereine dans la communauté éducative. Comme chaque année, j'ai rencontré l'ensemble des organisations syndicales, aussi les personnels
personnel de direction en amont de la rentrée. Le dialogue était tout à fait constructif, je crois positif. Quelques questions naturelles des représentants des professeurs en particulier sur des points spécifiques du protocole sanitaire. Par exemple, comment ça se passe pour des élèves qui vont en stage? La règle qui s'applique, c'est le terrain de stage. Si on est dans un établissement de santé, c'est évidemment plus contraignant que si on fait son stage, pourquoi pas, dans un service des collectivités. Donc il y avait quelques questions. Par rapport à la vaccination, nous observons depuis le début de l'été qu'il y a une dynamique très positive de vaccination chez les collégiens et les lycéens. J'ai donné le chiffre, plus de 2 sur 3 selon les chiffres de l'ARS qui sont publiés chaque semaine et publiés par Santé publique France. Ce sont les chiffres pour l'Occitanie. C'est vraiment, cela montre une volonté des familles et aussi peut-être qu'avec la pédagogie, parce que nous avons fait preuve de pédagogie, d'explication, il n'y a évidemment aucune obligation et le respect du choix des familles sera fait. Pour nos personnels, l'estimation qui est faite par le ministère, c'est que plus de 80% des personnels de l'éducation nationale sont aujourd'hui vaccinés et 10% ont engagé déjà une première dose. Cette estimation, elle est facile à mener puisqu'on voit les classes d'âge de nos personnels, donc on peut tout à fait comparer. Puis il y a aussi des sondages qui ont permis de voir l'adhésion à la vaccination. C'est le seul moyen de sortir de cette crise sanitaire, c'est le seul moyen de se protéger, de protéger les autres, d'aller vers une immunité collective qui fasse que, nous l'espérons, nous puissions vraiment sortir bientôt des contraintes qui sont là parce qu'elles sont réelles, même si on les accepte désormais facilement. Donc nous restons vigilants, nous continuons à faire de la pédagogie, à expliquer, à répondre aux questions, mais je crois que c'est une rentrée sereine pour nos personnels et nos professeurs. Encore une question et ensuite on va en classe. Oui, alors juste une question sur les capteurs de CO2 parce que j'imagine que les enseignants sont sensibilisés au fait d'aérer les classes. Alors à vous tous, est-ce que les capteurs de CO2 c'est vraiment utile ? Alors, effectivement, le geste le plus efficace et qui fait partie du protocole sanitaire, c'est l'aération des locaux toutes les heures. Donc une salle de classe, on ouvre les fenêtres pendant 5 minutes et ça permet de renouveler l'air. Ça, c'est le plus efficace. Dans certains lieux, notamment dans les salles de restauration ou des salles qui peuvent difficilement être aérées, il peut être utile d'avoir un capteur. Un capteur permet de repérer si l'aération a été suffisante ou pas. Si on repère que ce n'est pas suffisant, ça veut dire que dans ce cas-là, effectivement, il faut s'assurer d'organiser une aération, une circulation de l'air. Le ministère de l'Éducation nationale le recommande, après les études qui ont été faites par le conseil scientifique, par les chercheurs, par les autorités de santé. Les collectivités sont à nos côtés, c'est le cas à Montpellier, c'est le cas avec la région Occitanie et bien sûr dans bien d'autres lieux. Je m'en réjouis parce que ça va permettre de répondre aux difficultés de certaines salles et au temps de restauration qui est le temps pendant lequel les enfants, les élèves, les collégiens, les lycéens, c'est la même chose, retirent le masque. Écoutez, nous, vous le savez, sur la question de la crise sanitaire, on a toujours répondu présent et au-delà de la compétence qui pouvait apparaître la nôtre. Quand l'année dernière, il a été indiqué par M. le Premier ministre que le port du masque devait être obligatoire pour les enfants, immédiatement nous avons commandé, distribué gratuitement des masques pour que les choses soient le plus simples possible pour les familles, pour les personnels, pour essayer d'atténuer toutes les tensions qui pouvaient naître dans cette crise. Il faut le dire, tout le monde le sait, c'est pas simple.
Donc nous avons pris la décision durant le mois d'août d'acquérir ces capteurs et donc ils vont progressivement se déployer. Il ne s'agit pas de jouer sur les peurs. Le lieu, il faut les mettre au bon endroit pour pouvoir prendre les bonnes décisions et pour pouvoir bien s'organiser. Et donc voilà, nous avons un marché en cours qui va nous permettre de les déployer progressivement dans l'ensemble des groupes scolaires de la ville. Voilà, parce que nous sommes tous mobilisés face à la crise Covid et nous voulons protéger. Mais je veux le dire à votre question, le meilleur moyen de se protéger face au Covid et de protéger les autres, c'est la vaccination. C'est la vaccination. Y compris, nous sommes ici devant une école qui porte le nom de Victor Hugo. C'est quand même un lieu où on forme à la raison, à l'esprit critique. Et il faut du temps pour ces élèves de petits qui vont grandir. Mais nous devons avoir confiance dans la science. C'est la vaccination qui protège. Ici, les vaccins sont obligatoires pour éviter que nos enfants aient la polio et les maladies qui ont fait que le taux de mortalité était très fort. C'est 30 ans d'espérance de vie. Donc je le dis, il y a les capteurs, il doit y avoir la vaccination. Voilà, je le dis, il y a encore des appréhensions, je peux le comprendre, mais je veux aussi opposer un discours très clair au moment où nous sommes devant une école de la République laïque qui forme à la raison contre les discours obscurantistes qui s'opposent à la vaccination et qui créent du trouble chez des populations qui peuvent être vulnérables. Je le dis très clairement. Voilà, et j'invite l'ensemble des acteurs à tenir ce propos-là. Il faut de la clarté. On ne peut pas être un responsable politique de la République et jouer sur les peurs des gens. Il faut des propos clairs. Je vois des responsables politiques qui prennent des positions en disant qu'il faut mettre des capteurs de CO2 dans toutes les écoles et qui en même temps appuient les discours irresponsables de certains contre la vaccination. J'appelle là à la clarté, pas pour moi, pas pour les gens qui sont là, mais au nom de la protection de tous. Ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable. Et vous voyez exactement à qui je fais allusion. Parce qu'on ne peut pas dire il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, on ne fait pas assez, et parallèlement alimenter les propos de défiance, d'obscurantisme. La vaccination, c'est 30 ans d'espérance de vie en plus. Les vaccins obligatoires que les enfants reçoivent les protègent. Et ici encore, il faut saluer la mobilisation des infirmières scolaires, des personnels, etc. Pour rassurer. Puis il y a des enfants, ils ne font pas de rentrée scolaire. Ils n'ont pas le droit à l'éducation et ils n'ont pas de vaccin. Je voudrais ajouter sur ce point, et je partage ce que vient de dire Monsieur le maire sur les enjeux de la vaccination. D'ailleurs, une étude qui a été faite par des chercheurs ici à Montpellier et relayée par l'un de vos confrères montre qu'on aurait d'ores et déjà évité 47 000 morts, 47 000 décès grâce à la vaccination. Et effectivement, nous le savons bien, les personnes qui actuellement sont hospitalisées, qui actuellement décèdent, sont pour plus de 80% des personnes non vaccinées. Donc c'est protéger, c'est sauver des vies. Le savoir, la science, c'est ce qui fait le progrès, ce qui a permis que, effectivement, et en particulier pour la mortalité infantile, on ait énormément progressé. En même temps, nous savons bien que nous devons faire de la pédagogie auprès des familles. Pour les collégiens, les lycéens, nous allons continuer à le faire. Je compte sur nos professeurs qui sauront expliquer voilà, l'intérêt de la vaccination, l'histoire de la vaccination dans notre pays et dans le monde. Je sais aussi que les professionnels de santé, parfois le médecin de famille, le médecin généraliste, jouera un rôle pour convaincre des familles qui seraient malheureusement mal informées, voire détournées d'un message clair à ce sujet. Donc nous continuerons à faire de la pédagogie, bien sûr dans le respect du choix des familles, mais en faisant en sorte qu'elles soient éclairées.
vraiment éclairés. Et c'est notre rôle à l'éducation de leur apporter bien sûr tous les éléments importants à ce sujet-là aussi.